Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre exploration des échos du temps profond. Dans notre premier épisode, nous avons posé les bases de l'hypothèse silurienne, l'idée qu'une civilisation industrielle aurait pu exister sur Terre bien avant la nôtre. Nous avons conclu que la meilleure façon de la trouver ne serait pas de chercher des fossiles de créatures, mais plutôt les traces indélébiles de leur technologie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette quête fascinante. Nous allons traquer les cicatrices laissées dans la roche, les déchets éternels d'une industrie passée et l'ombre radioactive d'une possible ère nucléaire préhistorique. Préparez-vous, car les indices que nous allons examiner sont à la fois subtils et profondément troublants. Imaginez notre propre civilisation disparaissant soudainement. Que resterait-il de nous dans 100 millions d'années ? Nos villes seraient poussière, nos monuments érodés, mais notre activité industrielle, elle, laisserait une signature chimique quasi éternelle. Chaque jour, nos usines, nos véhicules et nos centrales électriques rejettent dans l'atmosphère des particules uniques. Prenez les isotopes du carbone, la combustion massive de combustibles fossiles, comme le charbon et le pétrole, libère dans l'air une quantité anormale de carbone 12, plus léger que le carbone 13. Cet excès de carbone 12 est absorbé par les océans et les organismes vivants et se dépose dans les sédiments. Sur des millions d'années, cette anomalie devient une couche distincte dans le grand livre de la géologie. C'est ce qu'on appelle l'Anthropocène, notre propre signature. Alors, les scientifiques se sont posé la question. Existe-t-il d'autres couches de ce type, plus anciennes ? La réponse est oui. L'une des plus célèbres est le maximum thermique du Paléocène-Éocène, ou PETM, survenu il y a environ 56 millions d'années. Durant cet événement, des milliers de milliards de tonnes de carbone léger ont été injectées dans l'atmosphère, provoquant un réchauffement climatique brutal et une acidification des océans. La cause officielle est encore débattue. Éruption volcanique massive, dégazage de méthane des fonds marins, mais la similitude avec notre propre impact industriel est frappante et ce n'est pas le seul événement de ce genre. D'autres pics de carbone, d'autres réchauffements rapides parsèment l'histoire de la Terre. Pourraient-ils tous être naturels ? Ou l'un d'eux cache-t-il l'empreinte d'une civilisation qui, comme la nôtre, a découvert la puissance et le danger des énergies fossiles, mais le carbone n'est pas la seule trace. Notre industrie utilise et disperse des métaux qui sont normalement très rares à la surface de la Terre. Le platine, le rhodium, le rhénium et surtout des métaux comme le titane ou le tungstène, utilisés dans les alliages de haute technologie. Quand on analyse des carottes de sédiments ou de glace, on peut repérer des pics de concentration pour ces éléments. Récemment, des chercheurs ont découvert dans des strates très anciennes de minuscules sphères métalliques parfaites de quelques micromètres de diamètre. Certaines sont en magnétite, un oxyde de fer, ce qui peut s'expliquer par des micrométéorites. Mais d'autres contiennent des alliages complexes, ou des métaux comme le titane et le vanadium, dans des proportions qui ne semblent pas naturelles. Ces sphérules sont souvent associées à des particules de combustion, du fly ash ou cendres volantes, exactement comme celles qui sortent des cheminées de nos centrales à charbon. La science conventionnelle peine à expliquer la présence de ces sphères. S'agit-il de sous-produits d'impact d'astéroïdes encore mal compris ? Ou avons-nous sous les yeux les restes microscopiques d'une métallurgie avancée, les particules d'échappement d'anciennes machines dispersées aux quatre vents il y a des dizaines de millions d'années ? L'idée est vertigineuse. Ces petites billes de métal pourraient être les larmes de rouille d'une civilisation oubliée. Et si on pousse la logique encore plus loin, on arrive à l'un des polluants les plus emblématiques de notre ère, le plastique. Ces polymères synthétiques, nous le savons, sont incroyablement persistants. Ils se fragmentent en microplastiques qui s'infiltrent partout, des plus hauts sommets aux plus profonds abysses. Ils seront sans aucun doute l'un de nos fossiles directeurs les plus reconnaissables pour les géologues du futur. Alors, a-t-on déjà trouvé du paléoplastique ? La question peut sembler absurde, mais accrochez-vous, dans certaines formations sédimentaires très anciennes, et même dans des carottes glaciaires antarctiques datant de centaines de milliers d'années, des scientifiques ont identifié des fibres et des fragments qui ressemblent étrangement à des polymères synthétiques comme le polyéthylène ou le PET. La première réaction, bien sûr, est de crier à la contamination.
Il est extrêmement difficile de prélever des échantillons sans y introduire de la pollution moderne. Un simple cheveu synthétique de la polaire d'un chercheur peut fausser toute une analyse. La plupart de ces découvertes sont donc traitées avec une extrême prudence et souvent écartées comme étant des contaminations probables. Cependant, l'idée persiste. Et si ce n'était pas toujours une contamination ? Deux hypothèses provocatrices émergent. La première, existerait-il des processus naturels, encore totalement inconnus de la science, capables de créer des chaînes de molécules complexes qui imitent nos plastiques, des biopolymères étranges, formés dans des conditions géochimiques exceptionnelles? C'est une possibilité. La seconde hypothèse est beaucoup plus radicale. Et si nous avions trouvé les tout premiers exemples de déchets matériels d'une civilisation passée? Des fragments de leurs objets, de leurs emballages, de leurs vêtements, qui ont miraculeusement survécu aux affres du temps géologique. Pour l'instant, c'est de la pure spéculation, un domaine à la frontière de la science-fiction. Mais chaque nouvelle fibre anormale trouvée dans une strate ancienne nous force à nous poser la question. Si les déchets industriels sont une cicatrice subtile, l'énergie nucléaire, elle, laisse une brûlure indélébile. Les réactions de fission, comme dans nos centrales, et de fusion, comme dans les bombes H, créent des éléments et des isotopes qui n'existent tout simplement pas dans la nature, ou alors en quantité infinitésimale. C'est une empreinte digitale radioactive absolument unique. Prenez le plutonium-244. C'est l'un des isotopes du plutonium ayant la plus longue durée de vie, avec une demi-vie d'environ 80 millions d'années. Cela signifie que si une bombe atomique avait explosé à l'époque des dinosaures, il en resterait encore aujourd'hui une quantité infime mais détectable. D'autres isotopes, comme le curium-247, ont des demi-vies encore plus longues, de l'ordre de 15 millions d'années. Trouver une concentration anormale de ces éléments dans une couche géologique serait une preuve quasi irréfutable d'une réaction nucléaire artificielle. Bien sûr, la nature elle-même peut être surprenante. Le meilleur exemple est le site d'Oklo, au Gabon. Il y a environ 2 milliards d'années, dans cette région, des conditions géologiques extraordinaires ont été réunies. Une forte concentration d'uranium naturel, de l'eau souterraine agissant comme modérateur, et une réaction en chaîne de fission nucléaire s'est spontanément déclenchée. Un véritable réacteur nucléaire naturel qui a fonctionné par intermittence pendant des centaines de milliers d'années. Oklo nous prouve que la fission naturelle est possible, mais cet événement est resté unique dans l'histoire de la Terre. Les conditions pour qu'il se produise sont si spécifiques qu'il est hautement improbable qu'il se soit répété. Oklo est l'exception qui confirme la règle, et pourtant les géologues trouvent parfois des anomalies isotopiques qui défient les explications simples. Le point le plus troublant de cette enquête nucléaire est la corrélation possible entre ces anomalies et les grandes extinctions de masse qui ont ponctué l'histoire de la vie sur Terre. Nous connaissons 5 extinctions majeures, les Big Five. La plus célèbre est celle du Crétacé paléogène, il y a 66 millions d'années, qui a vu la fin des dinosaures, largement attribuée à un impact d'astéroïdes. Mais les autres sont plus mystérieuses. La pire de toutes, l'extinction Permien-Trias, il y a 252 millions d'années, a anéanti plus de 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Les causes suspectées sont des éruptions volcaniques cataclysmiques en Sibérie, mais d'autres extinctions présentent une sélectivité étrange. Certaines espèces disparaissent massivement, tandis que d'autres, très similaires et vivant dans les mêmes écosystèmes, survivent sans problème. C'est comme si la cause de l'extinction était ciblée, non globale comme un changement climatique ou un impact d'astéroïdes. C'est là que l'hypothèse la plus sombre émerge, et si l'une de ces extinctions n'était pas entièrement naturelle. Des études ont suggéré la présence de verre fondu et de quartz choqué dans des couches correspondant à l'extinction Permien-Trias, des indices qui peuvent pointer vers un impact ou vers une explosion de très haute énergie. Des concentrations anormales d'isotopes, comme celles que nous avons mentionnées, ont été signalées à la limite de certaines de ces extinctions. L'idée est terrifiante. Une guerre nucléaire globale ou une série de catastrophes industrielles à grande échelle comme des explosions de réacteurs aurait-elle pu déclencher un hiver nucléaire préhistorique
empoisonner la planète avec des retombées radioactives et provoquer une extinction de masse? Est-ce que la disparition soudaine et sélective de certaines espèces pourrait s'expliquer par leur sensibilité particulière aux radiations ou aux polluants chimiques libérés massivement? C'est une hypothèse radicale qui remet en question notre vision de l'histoire de la vie. Elle suggère qu'avant nous, une autre civilisation aurait pu atteindre le pouvoir de l'atome et peut-être, comme nous en avons eu la crainte durant la guerre froide, s'en servir pour sa propre destruction, entraînant une grande partie du monde vivant dans sa chute. Alors où en sommes-nous? Nous avons suivi la piste des déchets, des signatures chimiques d'une industrie fantôme. Nous avons vu des pics de carbone suspects, des sphères métalliques qui n'auraient pas dû être là, et nous avons même flirté avec l'idée de paléoplastique. Puis nous avons exploré l'ombre encore plus sombre du nucléaire, avec ses isotopes anormaux et sa possible connexion avec les plus grandes catastrophes biologiques de l'histoire de la Terre. Les preuves sont fragmentaires, sujettes à interprétation, et souvent à la limite de ce que notre technologie peut détecter. Mais elles pointent toutes dans une direction intrigante. Le sol sous nos pieds pourrait contenir les archives d'un monde industriel qui nous a précédés. Si une telle civilisation a existé, si elle a maîtrisé la métallurgie, la chimie des polymères et l'énergie nucléaire, il est logique de penser qu'elle n'a pas laissé derrière elle que des déchets involontaires. Peut-être a-t-elle aussi laissé des choses intentionnelles, des constructions, des objets, des artefacts conçus pour durer. Peut-être même a-t-elle essayé de communiquer, de laisser un message à travers les âges, pour ceux qui viendraient après. C'est cette piste que nous explorerons dans notre prochain épisode. Nous passerons des signatures chimiques invisibles à la recherche de structures bien réelles, d'artefacts enfouis sous des millions d'années de sédiments et de possibles messages cosmiques laissés à notre intention. La quête des technosignatures ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour le 3e épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette exploration aux frontières de la science.